Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie, tant bien que mal, de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Entre le moment où nous nous sommes distingués des autres primates, où nous avons quitté le royaume de la nature pour commencer le royaume de la culture, et où à partir de là on a commencé à faire évoluer notre humanité, à développer tout un tas de choses, euh, voilà, la- à améliorer les objets, etc. Bon, bref, tous les progrès que nous avons réalisés à partir de ce moment-là, et la maîtrise progressive de notre comportement, de notre environnement et de notre questionnement. Nous répondons progressivement aux grandes questions qui sont inhérentes à cette évolution vers la conscience, vers la culture. Et donc, selon moi, l'humanité évolue progressivement vers le bonheur absolu. Voilà, notre ultime perfection, c'est le bonheur absolu. Alors donc évidemment, pour atteindre cet état de bonheur absolu, de bonheur complet, de bonheur réalisé, il faut évidemment que nous ayons construit les structures sur l'humanité, que nous ayons fait un paradis en fait de cette humanité. Alors pour l'instant on voit bien qu'on l'a plutôt maltraité cette planète, mais on commence à prendre conscience que le progrès, il faut qu'on l'oriente vers l'écologie, etc. Et donc, dans quelques siècles, nous aurons réglé le problème du fait d'abîmer la planète, etc. On aura atteint la perfection écologique, c'est clair. Peut-être, voilà, même si ça met 10 siècles, c'est pas grave. L'humanité, elle a le temps. Euh, et elle ira à cet achèvement. Alors pourquoi nous allons vers cette ultime perfection? Ben là, la question reste en suspens. On ne peut pas encore comprendre pourquoi. L'avenir répondra à cette question, comme nous répondons progressivement à toutes nos questions. Nous pouvons commencer à, à, à y répondre, mais c'est quelque chose d'un peu euh, qui, qui concerne le futur. Voilà. Et donc, dans cette journée, je suis comme d'habitude, je vais de temps en temps pour me détendre, je vais chiner dans un endroit où j'achète des livres d'occasion pour pas cher. Et voilà, j'ai acheté ces trois ouvrages. Donc je suis en train de travailler sur Aristote et évidemment, à chaque fois, je tombe sur exactement ce qu'il faut. Donc là, voilà, j'ai trouvé ce livre, je l'ai pris parce qu'il était beau, je ne m'intéresse pas vraiment à Stendhal, mais c'est vraiment intéressant. Le livre est beau, hein, le livre est joli, et alors, dans les premières pages, voilà, je suis tombé sur ça, là. C'est le facsimilé de l'édition originale de L'amour. Alors, il dit, Stendhal, je cherche à me rendre compte de cette passion dont tous les développements sincères ont un caractère de beauté. Il y a quatre amours différents. L'amour-passion, celui de la religieuse portugaise, celui d'Héloïse pour Abélard, celui du capitaine de Vézel, du gendarme de Saintot. Alors j'en connais deux sur les quatre là. C'est intéressant qu'ils mettent la passion dans quelque chose qui à l'origine est religieux. Mais évidemment que la passion de la religieuse portugaise, c'était une passion physique, une passion euh, sexuelle. Le deuxième, c'est l'amour-goût, celui qui régnait à Paris vers 1760 et que l'on trouve dans les mémoires et romans de cette époque, dans Crébillon, Lauzun, Duclos, Marmontel,
Chamfort, Madame d'Épinay, etc., etc. Alors ça s'arrête là malheureusement. Je ne peux pas savoir quels sont les deux derniers, les deux autres. Euh, bon, voilà, ça vous donne, j'espère, envie d'avancer un petit peu dans cet ouvrage. Et pourquoi pas, ben, j'essaierai moi de savoir ce qu'il entendait par là, de l'amour à quand il a écrit ça. Alors, il y a aussi cet ouvrage, là, François Furet, La Révolution, et il l'étend sur un siècle, en fait, la Révolution. C'est ce qu'il dit, me semble, derrière. Alors, une analyse synthétique de la naissance de la démocratie française fondée sur une idée force. La Révolution française n'a pas duré 10 ans, mais un siècle. Et je comprends tout à fait qu'il puisse penser comme ça. Une vision qui éclaire d'un jour nouveau les héritages sur lesquels nous vivons encore, 2 volumes en pluriel. La Révolution française, de Turgot à Napoléon, c'était, bon, voilà, de 1770, donc 20 ans quasiment avant que la Révolution, proprement dit, explose. Et donc là, déjà, il devait y avoir, et c'est dommage, il n'y avait que cet ouvrage, il n'y avait pas le numéro 1, ça c'est le numéro 2, pour comprendre comment cette révolution, c'est les prémices qu'il y avait. En fait, on n'écoute pas les intuitifs avant les grandes choses, comme actuellement les dominants de l'Occident n'écoutent pas ceux qui disent que bon, il faut vraiment changer de façon de se comporter avec le monde. Le monde ne le supporte plus et on sera non seulement dépassé, mais on risque d'être maltraité si on continue à essayer de résister au désir de multipolarité, au désir de, de fonctionner de façon plus universelle, de sortir de l'idée d'un gendarme du monde qui gérerait tout le système, et on voit que ça n'a pas fonctionné. Bon, voilà. Alors, ben, je vais arrêter là pour ça. Et surtout, eh ben, comme je suis en train de travailler sur Aristote, j'ai trouvé cette éthique à Nicomaque et je vais commencer à lire une petite page et à commenter là, euh, de l'éthique à Nicomaque. Alors, j'ai fait quelques vidéos, les vidéos précédentes, à partir de l'émission de France Culture qui s'appelle Avec philosophie, qu'elle consacre, Géraldine, à donc qu'elle consacre à mince, je viens de perdre le fil, qu'elle consacre à Aristote. Et je suis désolé, j'ai oublié son nom, c'est pour ça que je me suis arrêté à son prénom. Bon, voilà. Donc, qu'elle consacre à Aristote. Et j'ai fait une vidéo sur la partie 2, sur la vision politique d'Aristote. Comment Aristote, est en parallèle avec Platon, s'intéresse au meilleur système politique possible. La démocratie, l'aristocratie, etc. Et donc, j'ai fait ces vidéos là-dessus. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est que je suis tombé sur cet endroit-là. Voilà, on va l'ouvrir, la page. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, cette page-là? Voilà. Alors, regardez bien, sur le bonheur. Et en fait, c'est bien ce vers quoi l'humanité évolue. Le bonheur, mais le bonheur dans sa phase absolue. Et d'ailleurs, elle est indiquée, sa phase absolue, au bonheur, dans cette 11e partie, à mon sens. Parce qu'il y a une page où il parle le bonheur achevé. Voilà. Alors, dans le bonheur achevé, on ira directement là d'ailleurs. L'activité heureuse qui traduit la vertu suprême. Mais si le bonheur est une activité traduisant la vertu, il est parfaitement rationnel qu'il traduise la vertu suprême,
laquelle doit être de ce qu'il y a de meilleur, alors que cela soit l'intelligence ou autre chose, ce qui semble alors naturellement gouverner et diriger, en ayant une idée de ce qui est beau et divin, que cela soit quelque chose de divin en lui-même, ou ce qu'il y a de plus divin en nous, c'est son activité lorsqu'elle exprime la vertu qui lui est propre, qui doit constituer le bonheur achevé. Et là, ça veut dire que euh, que alors on va faire ça, on va poser ça ici pour l'instant, voilà. Ça veut dire que Aristote a compris que c'est le bonheur absolu, que c'est la, le fait de devenir divin quand on atteint le bonheur achevé. Alors le bonheur achevé, ça c'est chaque homme cherche à atteindre ce bonheur achevé. Selon les Grecs, ils avaient raison. Tout le monde, tout homme cherche à atteindre le bonheur suprême, le bonheur où on n'a plus de soucis, où on est zen, où on a tout réglé, tout est parfait, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de peur, etc. On cherche à atteindre cet état-là. Ce qui correspondrait au bonheur achevé, mais le bonheur achevé, c'est l'extase, selon moi. Mais si chaque être humain cherche ça, ça veut dire que l'humanité intuitivement cherche ça. Et donc ça rentre dans le cadre de la théorie que je développe, selon laquelle l'humanité cherche à atteindre son ultime perfection. Et elle l'atteindra. Dans quelques siècles, on atteindra cet état-là. Puisque chaque être humain cherche à atteindre le bonheur, l'humanité dans son ensemble, finalement, cherche à atteindre le bonheur. Et ce qu'apporte la mécanique universelle, ma théorie, c'est que oui, on atteindra ce bonheur absolu. Et ce bonheur achevé, c'est la relation avec le divin. Alors, or que cette activité, alors confirmation donc, le bonheur achevé, confirmation, or que cette activité soit méditative, on l'a dit, mais il y a accord sur ce point, peut-on penser, entre les données précédentes et la vérité. Alors c'est méditatif, donc c'est contemplatif, c'est l'extase, quand il parle c'est le nirvana, c'est l'éveil, peu importe, c'est cet état dont je parle sur la mécanique universelle. L'humanité va vers l'extase, va vers sa perfection, l'extase. C'est en effet l'activité la plus haute, puisque l'intelligence est la plus élevée des choses qui sont en nous, et que parmi les objets connaissables, ceux qui sont assignés à l'intelligence sont également les plus élevés. Mais l'intelligence n'est pas tel qu'on l'imagine, à mon sens. De plus, c'est par ailleurs l'activité la plus continue, puisque nous sommes capables de penser en continu plus que d'agir continuellement d'une quelconque façon. Là, il essaye de tout comprendre. C'est Aristote, c'est un chirurgien de la pensée. Il veut tout analyser. Donc, nous croyons aussi qu'un plaisir doit être inextricablement mêlé au bonheur. Et l'extase, c'est le plaisir suprême. C'est la jouissance absolue. Je le dis sur la mécanique universelle. En fait, l'extase, c'est comme l'instant de la jouissance sexuelle. Quand on arrive à l'orgasme, c'est ce que ressent le corps dans l'orgasme, c'est ça, sauf que c'est continu, permanent, invariable. Donc il n'y a pas la violence de l'orgasme qu'on ressent quand on fait l'amour et quand on atteint l'orgasme. Donc il y a cette violence qui est là, ce paroxysme, parce qu'il y a la tension, et à ce moment-là, on atteint cette truc particulière qu'on n'arrive même pas à analyser, parce que c'est tellement rapide, même si c'est peut-être un peu plus long pour une femme, mais c'est ultra rapide en réalité. On n'arrive pas à arrêter notre esprit sur ce truc-là. C'est pour ça que je dis que le jouir sexuel, l'orgasme, c'est la publicité de l'extase.
Et c'est pas pour rien que le principe créateur nous met ça en publicité, que ça soit le moteur de l'humanité. C'est ce qui nous fait courir, comme ce qui fait courir le bouc, la chèvre, le chien, le chimpanzé, l'éléphant, etc., etc. Voilà. Et les arbres, très certainement, et etc., etc. Donc, ce désir, ce plaisir, c'est ce qui motive la création au niveau de quand elle a évolué jusqu'à la vie, jusqu'au principe vivant. Voilà. Et mais il est donc le plaisir doit être inextricablement mêlé au bonheur. Alors c'est vraiment incroyable.